C'était en 2021, novembre 2021, où on s'est rendu compte un peu de toutes les limites de nos outils de reporting actuels. Et puis on avait aussi décidé de ne pas se faire accompagner de prestataires externes, de tout gérer nous en interne. Donc on a eu une charge énorme à ce moment-là. Si on n'accompagne pas les utilisateurs, c'est un risque qu'ils n'adoptent pas l'outil et qu'ils continuent à utiliser l'ancien. Et là, on a tout raté. Aujourd'hui, je reçois Lucie qui est Data Product Manager chez Doctolib, la licorne française qu'on ne présente plus, qui propose notamment une plateforme de prise de rendez-vous avec des médecins et qui permet également maintenant de faire de la téléconsultation, etc. etc. Aujourd'hui, Lucie va nous parler de ses chantiers en tant que Data Product Manager. On n'en a pas eu tant que ça finalement sur le podcast, de l'organisation data chez Doctolib, de la stack et surtout de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir scaler l'outil de data visualisation auprès de 2000 utilisateurs. Juste pour info, on a déjà réalisé un épisode avec Kemal sur la stratégie data de Doctolib. C'était l'épisode 11 pour ceux que ça intéresse. Hello Lucie, ça va ? Oui, bonjour Robin, merci de me recevoir aujourd'hui. Grand plaisir, je suis ravi de t'avoir sur le podcast. Peut-être avant qu'on rentre dans ton parcours, tu peux nous faire un petit refresh sur Doctolib et peut-être compléter ce que j'ai dit. Je ne sais pas si sur l'année ou les 2 dernières années, depuis que j'ai eu Kemal, il y a eu des changements. La mission de Doctolib reste la même. On a 2 missions. Donc la première qui est vraiment améliorer le quotidien des soignants avec toutes les solutions dont tu as parlé, la téléconsultation, la gestion du calendrier, la gestion de leur cabinet, etc. Et une deuxième mission hyper importante, c'est améliorer la santé de tous les Français, Allemands et Italiens, avec tous les outils aussi que Doctolib propose. Et quelques chiffres, si tu veux, sur pour nous mettre au Doctolib aujourd'hui. Donc, Doctolib est en France, en Allemagne, en Italie. 340 000 personnels de santé qui utilisent les solutions Doctolib. Et 80 millions de patients, du coup, dans les 3 pays. Et 2800 Doctolibers, les employés de Doctolib, comme on s'appelle. Qui sont répartis sur ces 3 pays, du coup, je suppose. Exactement, oui. Et toi, comment tu t'es retrouvé Data Product Manager chez Doctolib ? Alors, j'ai commencé chez Criteo. Du coup, j'y ai passé 8 ans en tant que Data Analyst, BI Engineer, Analytics Engineer, comme on dit maintenant. Ça n'existait pas trop, ce terme, à l'époque. Et je travaillais vraiment sur la mise en place des data models pour les outils de reporting en interne, en externe, et aussi beaucoup de sujets autour de la gouvernance de la donnée, la data quality, la documentation, etc. Et j'ai rejoint Doctolib début 2021, dans un premier temps pour travailler sur la partie data gouvernance. Et au bout de 6 mois, j'ai rejoint l'équipe Data Product Management pour être plus proche des équipes data et travailler sur des projets plus transverses. Pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, Criteo, c'est une belle licorne française. Moi, je la vois vraiment comme une des premières boîtes un peu pure player data qu'on a eu en France, un peu comme Google, etc., mais version française, donc un peu plus petite en termes d'échelle, mais quand même une grosse boîte où il y avait beaucoup de profils data, etc. Et même, je l'appelle souvent un petit peu la mafia Criteo qu'on a en France maintenant, où justement Kemal y était, du coup tu t'es retrouvé chez Doctolib, je suppose, via Kemal aussi. Et puis finalement, en creusant, je me rends compte qu'ils sont partout, les anciens de Criteo. Donc c'est une boîte, je pense, qui a rendu un gros service aussi à la France, enfin à l'écosystème data français en tout cas. Ça a formé plein de profils compétents et très bons sur la data. Bref, je ferme cette parenthèse. En termes d'organisation data, ça fonctionne comment chez Doctolib dans les grandes lignes et notamment un peu quelle est, entre guillemets, ta place dans l'organigramme, parce que je remarque que finalement, on ne retrouve pas, comme je le disais au début, ce rôle de Product Data Manager dans toutes les boîtes, en tout cas que je reçois moi sur le podcast, et donc je suis curieux de comprendre un peu plus comment vous avez organisé ça. Du coup, la data à Doctolib, c'est environ une centaine de personnes avec des profils très très variés. Il y a des data analysts, data scientists, analytics engineer, data ML engineer, data gouvernance, et on est environ 5 PM sur des sujets différents. Donc, soit on est associé avec des équipes tech, comme moi je suis sur les équipes plateforme et tools. Donc, vraiment toute la plateforme data et les outils data pour n'importe qui veut faire de la data à Doctolib. Il y a des PM data plus spécialisés sur la relation entre les analytics engineers et les data analysts, par exemple, pour prioriser des sujets beaucoup plus business. Donc, on a chacun un peu nos spécialités, mais on a un peu des missions et des méthodologies communes qu'on essaie d'appliquer, et on s'inspire du product management classique, même si c'est encore assez nouveau de l'appliquer à la data. Quels sont tes gros chantiers un peu de ces dernières années ? C'est ce qu'on vient de dire exactement, c'est vraiment appliquer des méthodes PM à la data, définir quels sont les data products qu'on fournit à
tous les utilisateurs Doctolib en interne. On ne travaille pas encore pour la data en externe, pour les médecins, les personnels de santé, mais déjà en interne, il y a déjà un gros chantier. Et c'est, quels sont nos outils, quels sont les utilisateurs de nos outils, quels use cases ils ont avec nos outils et comment on peut les améliorer, monitorer aussi comment ils les utilisent, les performances, les coûts. Donc, c'est vraiment s'inspirer de toutes ces méthodes de product management à la data et d'avoir des vrais produits qu'on propose. Alors, un produit, ça peut être un dashboard, ça peut être un outil comme Tableau, comme Metabase, ça peut être un framework comme DBT. En fait, vraiment, la définition est très, très large. Donc, c'est arriver à définir nos outils data et puis comment les améliorer, répondre au mieux aux besoins de nos utilisateurs, etc. au cours du temps. Oui, en fait, ça va dépendre de qui sont les utilisateurs. Si tu es dans le cadre de DBT, ça va être un peu de data plutôt pour les data analystes. Si tu es sur Tableau, ça peut être pour les data analystes, mais aussi peut-être pour des utilisateurs métiers qui vont être plus en interaction avec ces tableaux de bord. Et donc, toi, chez vous, il y a une définition assez large. En tout cas, sur ton périmètre, c'est une définition assez large de produits data. Et justement, on l'a introduit un peu au début de cet épisode. L'objectif aujourd'hui, c'est que tu nous parles d'un de tes plus gros chantiers, savoir le fait d'avoir scalé l'outil de data visualisation, en l'occurrence Tableau, tu citais, auprès de 2000 utilisateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur le contexte de ce challenge? Du coup, il y a 2 ans, on avait des solutions de data vis, on avait Sisense et Periscope, qui étaient là depuis quelques années au lancement de Doctolib pour faire tout le dashboarding. Il y avait énormément de dashboards dedans, tout ce qui a été créé dans toutes les premières années, bien sûr, qui couvrait beaucoup de use cases, un peu bac à sable personnel pour stocker ses queries, jusqu'à des dashboards consultés par toute la boîte, jusqu'au management. Et du coup, on a atteint un peu des problèmes de gouvernance, de scalabilité aussi de notre plateforme, de qualité de ce qu'il y avait dessus, parce qu'il y avait eu beaucoup de travail sur les années, et puis forcément, quand ça grossit, à un moment, on atteint les limites. Du coup, on a décidé de réfléchir à quels sont nos use cases en termes de data vis, qu'est-ce qu'on veut faire avec les outils de reporting, et du coup, quels sont les outils adaptés pour répondre à ces use cases. Et on en a identifié deux use cases principaux. Le premier qui était vraiment du dashboarding un peu officiel, qui avait besoin de qualité, de fiabilité, etc. Et un use case beaucoup plus self-service, des analyses ad hoc, des analyses rapides pour des data analysts, pour qu'ils puissent explorer la donnée, ou du self-service pour n'importe qui a envie d'explorer la donnée. Et du coup, on a décidé de partir sur 2 outils différents pour couvrir ces 2 use cases. On n'était pas persuadé qu'un outil pouvait couvrir tout le spectre des besoins. Et du coup, un exemple, peut-être que tu pourrais nous illustrer de points de douleur que vous avez rencontrés en lien avec ce manque de scalabilité. C'était quoi? C'était ce qu'on entend souvent, genre des analyses contradictoires, ou juste on ne pouvait plus s'y retrouver, des pipelines qui pétaient. Le fonctionnement de Periscope, c'était... on écrit sa requête SQL, ça lance une requête sur notre data warehouse qui est Redshift, ça affiche le dashboard. Chaque fois que quelqu'un venait sur le dashboard, cliquer sur le bouton refresh pour avoir la version à jour, ça lançait une query sur notre Redshift. Quand il y a 2000 personnes qui viennent voir le dashboard tous les matins, forcément, ça envoyait 2000 queries sur Redshift, et Redshift était sous l'eau, et il y avait 2000 dashboards sur Periscope. Donc voilà, on imagine l'échelle que ça représente. Ah oui. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on est passé sur Tableau, qui a le système de data source, où on le refresh une fois le matin, et ensuite le dashboard travaille sur les versions à jour de la data sans aller requêter notre data warehouse. Oui, c'est pas chaque dashboard qui va requêter, quoi. Il y a une requête une fois, et voilà, après, les données, une fois qu'elles sont à jour, elles sont... Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous y êtes pris pour avancer sur ce chantier, étape par étape? Du coup, c'est un projet de 2 ans là, qu'on vient de clôturer, avec beaucoup d'étapes, donc j'en ai listé 5. Donc la première qu'on a démarrée il y a 2 ans, c'était en 2021, novembre 2021, où on s'est rendu compte un peu de toutes les limites de nos outils de reporting actuels, où on a commencé par lister tous nos challenges, tous nos pain points, quelles sont les attentes de nos utilisateurs avec les outils de data vis, quels sont les use cases, les critères qu'on voulait couvrir avec. Ça prend du temps, il faut aller parler un peu à tout le monde, essayer de consolider aussi tous les use cases, et puis se décider à changer d'outil. C'est une décision aussi qui doit être commune avec tout le monde, y compris avec le management, pour se lancer dans un changement et un chantier pareil. On a commencé aussi à regarder un peu les outils du marché, à les confronter à nos critères, nos requirements, et on a shortlist 2 outils qu'on voulait tester plus en détail. Ok.
Donc ça, cette première étape, on va dire environ 1 mois, 2 mois, vraiment de documentation et d'exploration. Voilà, la deuxième étape, on est parti sur un POC sur ces 2 outils. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On a mis en place déjà les outils. Faut prendre contact déjà avec les éditeurs, définir ensemble les modalités du POC, etc. Et mettre en place l'outil rapidement. On ne va pas faire un truc hyper propre, hyper clean. Il faut avoir une petite version propre, rapide et exploitable tout de suite. Et ensuite, on le met dans la main des équipes data. Donc, on avait recruté quelques bêta-testeurs qui allaient un peu jouer avec l'outil. On pouvait fournir aussi un peu des plans de test sur lesquels des critères qu'on voulait vraiment valider, qui devaient tester vraiment sur les 2 outils. Et à partir de ça, c'est la même chose, récupérer, consolider tous les feedbacks et enrichir aussi avec des critères, des validations des techniques, parce qu'on a des critères en termes de sécurité, en termes de gouvernance, en termes d'accès aux données, etc. Et des coûts, parce que c'est aussi un critère à prendre en compte quand on choisit un outil. Et à partir de ça, synthétiser, présenter au management pour qu'ils prennent la décision. Et peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur les contours d'époque que vous avez sélectionnés. Peut-être, je sais pas, est-ce que c'était un périmètre de données très précis pour justement aller aussi valider la complexité? Est-ce qu'il fallait aller chercher quand même des POC un peu qui étaient tricky ou spécifiques à Doctolib? Je sais pas, une reco là-dessus. On a essayé de rester générique et d'avoir une liste assez exhaustive quand même de critères pour être sûr de faire le bon choix. Ouais. On peut pas faire marche arrière une fois que tout est parti. Et après, on leur a vraiment précisé de se baser sur des use cases concrets, des challenges qu'ils avaient au quotidien, une demande que le business leur avait faite, etc. Et comment ils l'implémenteraient dans Tableau. Et vraiment d'aller de bout en bout de la chaîne de développement. Okay. Pas juste tester les fonctionnalités de l'outil, sinon ça serait trop superficiel pour faire un choix. Et donc ça a duré à peu près combien de temps ? Environ 3 mois, je dirais, pour avoir la validation de c'est le go et on va sur Tableau. Et après ? Du coup, étape 3, là c'est une partie, du coup on revient plus en interne, on refait relister les requirements techniques et comment on va installer vraiment Tableau à Doctolib. Donc là, il y a plein de contraintes qu'il faut prendre en compte. Il faut écrire plein de docs pour dire comment on va faire, se valider par les différentes équipes pour être sûr qu'on fasse les choses bien. Donc ça, c'est plus géré par les équipes tech. En plus, je précise, sur Tableau, on a une version qui est hostée chez nous. On n'utilise pas la version cloud de Tableau, donc ça apporte aussi des complexités qu'il faut prendre en compte. Et ce choix, par exemple, c'est lié à une problématique de sécurité. Oui, tout à fait. Okay. Et après, une partie qui était plus gérée par les PM, qui était la gouvernance de l'outil, qui prend énormément de temps. C'est vraiment comment on va organiser les dossiers, les sous-dossiers, les groupes d'utilisateurs sur la plateforme, les permissions, donc qui va pouvoir faire quoi, dans quel dossier, etc. Et ça, c'est super complexe, ça prend énormément de temps, mais c'est vraiment primordial parce que nous, on a un gros focus sur la gouvernance. On fait très attention à qui peut voir la donnée, s'assurer qu'on n'a pas de données sensibles, de données personnelles, de travailler uniquement sur des données anonymisées et que chacun ne voit que ce qu'il a le droit de voir. Du coup, il faut définir une gouvernance, pareil, très claire, validée par l'ensemble des parties prenantes. Ouais, donc là, tu peux te retrouver avec une matrice, avec plusieurs dimensions, avec plein de niveaux d'accès. Une très grosse matrice, très complexe, quoi. Okay. Et très spécifique. Genre, c'est pas quelque chose, je suppose que tu regardes de la doc sur comment c'est fait dans des boîtes qui ont le même niveau de complexité, mais à la fin, ta matrice, elle est assez unique, non ? Oui. Tu peux pas juste prendre un truc et le copier-coller, quoi. Non, pas du tout. Et il y a plein de cas particuliers à prendre en compte. Et c'est un travail permanent parce que même aujourd'hui, on continue à remettre à jour cette matrice de permission parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut faire un use case qui n'était pas couvert avant. Il y a un troisième point sur cette partie un peu de scoping technique, c'est préparer un peu la future migration des utilisateurs. Donc là, pareil, c'était plus en interne où on a défini un peu les process, qui on allait ajouter, qui on allait mettre dans quel groupe, des templates de dashboard aussi pour les aider, mettre les bonnes palettes de couleurs, le logo, etc. Pour avoir un peu une base commune sur laquelle on peut travailler. Du coup, on arrive à l'étape suivante. L'étape 4, là, on est prêt. On peut ouvrir à tout le monde. On a décidé d'abord d'ouvrir que aux équipes data, parce que c'était nos principaux utilisateurs. On les a accompagnés dans cette migration, donc c'était aussi mon équipe en charge des trainings, des formations des utilisateurs, du support, parce qu'ils avaient énormément de questions, bien sûr, sur comment je fais telle chose, comment je publie tel dashboard, etc. Donc, beaucoup de support. Migration des premiers dashboards, on s'est aussi basé sur des gens, des data analysts qui étaient déjà experts dans Tableau, qui en avaient fait dans leurs précédentes expériences et qui nous ont beaucoup aidés à créer des templates, à partager des bonnes pratiques,
sur Tableau. Mais ça, une phase très intense, d'itération constante pour être sûr qu'on part tous sur les mêmes bases sur Tableau. Et ça a duré 3 à 6 mois avec la migration des premiers dashboards. Il y a un énorme travail des data analysts pour migrer tous les dashboards de l'ancien système vers le nouveau. Ils en ont aussi profité pour consolider leurs besoins, revoir avec leurs utilisateurs sur ce qu'ils attendaient en termes de dashboarding. Donc, énorme taf de leur part. Alors, je suppose qu'il reste encore des étapes après, mais peut-être juste avant de passer sur la suite. Je suis curieux, il y a combien de personnes dans ton équipe qui ont travaillé sur ce projet Donc, sur la partie tech, donc c'est l'équipe qu'on appelle Tools. Ils sont 5. Ok. Environ 5 personnes qui étaient dédiées, on va dire, au projet Tableau. Et nous, sur la partie PM et Data Enablement, on était 3. PM et Data Enablement, ok, d'accord. On peut revenir après sur le Data Enablement, parce que je trouve que c'est intéressant. En tout cas, c'est cette équipe qui est pas partout. Ok, d'accord, on en parlera un peu plus. Ok, mais donc grosso modo, ça va à peu près 8 personnes impliquées, je suppose à différentes échelles, et sur environ 2 ans en tout. Donc c'est quand même un projet d'envergure, quoi. Ça rejoint un peu ce que tu disais, faut pas se rater, devoir changer d'avis en cours de route. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même y aller. Faut avancer, on avance par itération, mais faut avoir des validations et être sûr que voilà qu'on part pas dans la mauvaise direction. Du coup, je t'ai un peu stoppé. T'allais partir sur une autre étape, je crois. La dernière étape, qui est la phase de run, la phase finir un peu toute la migration. Donc là, c'était maintenant plus dans la main des data analysts de migrer tout ce qu'ils avaient. Et côté product management, c'était vraiment du suivi, relancer sur des use cases qui n'ont pas encore été migrés, s'assurer que les gens utilisent bien la plateforme et mettre en place les bons monitoring, les bons checks pour que tout passe bien. Là, on est sur les derniers use cases migrés, encore aujourd'hui, donc ça prend plus de temps, mais on y est presque. Quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés, que vous avez rencontrés, tu dirais On en a parlé un peu, mais c'est vraiment la phase d'ouverture là, de Tableau, quand on a ouvert à toutes les équipes data qui étaient hyper motivées pour faire plein de choses. Et on a dû itérer sur les process, sur les documentations, sur les templates. Et puis on avait aussi décidé de ne pas se faire accompagner de prestataires externes, de tout gérer nous en interne. Donc on a eu une charge énorme à ce moment-là. Mais bon, c'était un travail collectif. On a tous travaillé pour améliorer ce qu'on avait et être sûr qu'on ait tous les mêmes bases. C'est quoi, par exemple, un exemple de documentation clé ou de process clé auquel vous aviez peut-être pensé, mais que vous avez dû revoir parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ça ne fonctionnait pas comme prévu? Par exemple, quand un data analyst va publier une nouvelle data source sur Tableau, nous, on a voulu mettre en place des checks vraiment pour s'assurer qu'elle ne soit pas trop grosse, parce que sinon, ça va être lent. Pour s'assurer qu'il y a une description qui a été ajoutée pour que d'autres personnes puissent la réutiliser et sachent ce qu'il y a dedans. Tout ça, ça pouvait bloquer en fait le tout process. Alors quand en termes de gouvernance, il faut trouver toujours le bon curseur entre être hyper strict sur ce qui va être publié et pas non plus bloquer le process de développement, parce que sinon ça va ralentir la migration ou ça va frustrer des utilisateurs dans l'usage. Et du coup, ce curseur-là, on a dû le bouger pas mal pour dire on va peut-être alléger un peu cette règle pour qu'ils puissent vraiment, eux, avancer, mais par contre faire de monitoring plus tard pour ensuite alerter il n'y avait pas eu la description à ce moment-là, il faut que tu la rajoutes d'après. Oui, pas bloquer à l'entrée, mais plutôt en revanche monitorer, donner de la visibilité, essayer de faire en sorte qu'ils fassent l'action. C'est toujours compliqué un petit peu C'est ça, c'est trouver le bon niveau, le bon niveau à faire. Et plus sur l'aspect project management, un peu global, moi j'aurais eu l'impression aussi qu'il y avait un vrai challenge sur un peu ce double run de comment tu retires l'outil existant et tu commences à déployer le nouvel outil. Là, tel que tu me le dis, j'ai l'impression que vous avez ouvert aux 100 personnes de l'équipe data d'un coup. Donc, il n'y avait pas eu besoin là-dessus justement d'avoir un process un peu itératif où vous dites, OK, on ouvre d'abord peut-être à un département. Non, on a ouvert à tout le monde. Après, ils ont avancé à différents niveaux. Et du coup, avant, on avait Sisense et Periscope. J'ai dit, on avait les 2 outils. Et Sisense, c'était pour du dashboarding vraiment plus d'entreprise. Donc, on avait quand même cette phase où on voulait d'abord couper Sisense à tous les utilisateurs et que ce soit les premiers use cases migrés. Donc, c'est sur cela qu'on avait vraiment le focus sur les premiers mois de migrer, et on a fermé l'ancien outil assez rapidement. Et ensuite, tout ce qui était dans Periscope. Et c'est là qu'on a aussi tous les use cases de self-service qui n'étaient pas couverts par Tableau. Tableau n'est pas forcément le meilleur outil pour ces use cases-là. Et en parallèle, on a lancé aussi Metabase pour couvrir ces use cases.
Du coup, les derniers use cases ont été migrés sur Metabase et sont en train d'être migrés là sur Metabase. Ouais, c'est Il y intéressant. a quand même plusieurs phases. Ouais, oui, en fait, par la force des choses, du coup, ça s'est fait par phase et par itération. Tu voulais revenir sur le sujet de l'enablement dont tu parlais tout à l'heure. Je suis curieux que tu nous en dises un peu plus là-dessus. C'est vrai que c'est, encore une fois, une équipe ou une terminologie qui n'est pas forcément réutilisée dans toutes les boîtes de l'écosystème. On s'en est rendu compte au moment où on allait lancer Tableau qu'il y avait un vrai besoin en termes de formation des utilisateurs de Tableau, d'accompagnement, de partage de bonnes pratiques, d'animation aussi un peu de cette communauté d'utilisateurs Tableau. Bon, il a été décidé de lancer une équipe dédiée dessus qu'on a appelée Data Enablement, avec au début un focus très fort sur Tableau parce que c'était le sujet du moment, mais en fait qui a maintenant un scope assez large sur quelqu'un veut faire de la data. L'équipe Data Enablement va s'assurer qu'il y a le bon process en place, les bons outils, la bonne documentation, comment je demande des accès, comment je peux être formé sur cet outil. Et c'est un travail à temps plein et du coup, c'est pour ça qu'on a une équipe qui est dédiée sur ce scope. Ok. Et attends, et toi, tu interagis comment avec cette équipe du coup? C'est maintenant, en fait, tu leur repasses un peu le bébé ou vous travaillez, je suppose, en parallèle sur le projet, mais c'est pas ton équipe. Avant, on travaillait tous ensemble. Maintenant, on a un peu séparé les scopes et c'est une équipe qui est dédiée. Eux, ils sont beaucoup plus proches du coup des utilisateurs de la plateforme data. Du coup, ils nous font remonter les besoins que moi, je vais aller prioriser avec les équipes techniques. Bon, ils sont combien actuellement? Ils sont 3. Ok. Ouais, c'est ça. Ça scale assez bien quand ils pensent des choses qui vont s'appliquer de manière un peu générale. Et tu as d'autres conseils peut-être avant qu'on passe à la suite, justement, sur... maintenant que tu as près de 2 ans là sur ce challenge, et si tu pouvais parler à la Lucie il y a 2 ans et lui dire alors, attention, pense bien à ça, qu'est-ce qui te vient en tête? On en a parlé un peu tout à l'heure, mais tout ce qui est la gouvernance de l'outil, pour moi, c'est la clé de tout et faut se poser, faut prendre du temps pour y réfléchir. On pourra jamais penser à tout, surtout quand on est assez tôt dans le process et qu'on n'a pas encore exploité toutes les fonctionnalités et compris tous les use cases que ça allait couvrir. Mais vraiment se poser plein de questions autour de cette gouvernance. Comment on va organiser les dossiers par domaine, par environnement de développement. Pareil pour les groupes d'utilisateurs, est-ce que c'est des groupes marketing, sales, tech ou alors par profil, est-ce que c'est des créateurs, est-ce que c'est des viewers, etc. Et les permissions. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, mais la matrice de permissions, c'est clé de tout. Ouais. Et puis ces 3 éléments sont liés en fait dans ce que tu dis. Oui, tout à fait. Et surtout qu'à cette échelle-là de Doctolib, on ne peut pas dire tout le monde accède à tout. Enfin, c'est pas concevable. C'est se lancer dans un problème de gouvernance plus tard. Donc, il faut vraiment tout segmenter et du coup, il faut bien penser en amont à quoi faire. C'est la phase la plus difficile, sur laquelle on itère le plus. Il y avait un autre conseil que tu voulais partager? On en a parlé, mais c'était le support, la formation, l'accompagnement qui est aussi de clé pour que tout le monde soit investi aussi dans le nouvel outil, parce que si on n'accompagne pas les utilisateurs, c'est un risque qu'ils n'adoptent pas l'outil et qu'ils continuent à utiliser l'ancien, et là on a tout raté. Ça, faut pas oublier, en fait, justement, tu parlais de product management, mais à la fin, l'objectif ultime, ça reste l'adoption du produit, et donc tu peux avoir tout fait bien, si tu te rates sur ce dernier kilomètre, ça sert à rien. Et tu as mentionné du coup quelques outils déjà, mais est-ce que tu peux nous faire un peu la high-level design de la stack chez Doctolib pour qu'on voit un peu ce que vous utilisez? Du coup, nous, on est sous les outils AWS, on a Redshift en termes de data warehouse, Airflow en scheduler, pour l'instant avec framework maison, mais on est en cours de migration sur DBT. On a Tableau et Metabase en outil de DataVis, et aussi on utilise un data catalogue, on utilise Alation. Quelles sont les prochaines étapes pour toi et pour l'équipe data chez Doctolib? Nous, c'est tout ce qui est autour du self-service. Comme j'ai dit, sur les outils de DataVis, on est assez concentré sur les équipes data qui maîtrisent déjà les techniques et qui ont toutes les connaissances data. Mais on veut aussi ouvrir ces outils au product management, à quelques champions business, etc., qui ont aussi envie de faire du dashboarding, d'aller creuser dans la donnée. Donc, c'est travailler avec l'équipe Data Enablement pour avoir les bons process, les bons supports de formation. Nous, côté technique, d'avoir des outils adaptés, adapter certains process, certaines interfaces pour que ce soit aussi plus simple pour eux. Et côté Analytics Engineering, avoir les bons modèles qui servent le self-service. Ouais, parce que chez Doctolib, effectivement, en tout cas de l'extérieur, j'ai l'impression que c'est une boîte qui a l'air très data-driven, au sens de l'usage de la donnée pour prendre des décisions. Mais à date, en revanche, dans les équipes métiers, type marketing, produits, etc.,
elles n'avaient pas encore un accès direct, par exemple, sur de la query SQL ou sur vraiment pouvoir aller manipuler en profondeur les données en autonomie. Alors ça dépend des gens, hein. Il y en a bien sûr qui sont plus attirés par la data, mais sinon ils sont dans la position de consommateur de dashboard qui sont créés par les data analysts. Excellent. Mais ils sont demandeurs d'accéder à la data. Donc c'est la prochaine étape. Et il y avait autre chose dont tu voulais parler sur la suite, avant qu'on passe sur les questions de la fin? Peut-être juste aussi, là, sur cette partie self-service, qui retombe un peu chez moi, c'est le monitoring de comment la plateforme est utilisée, parce que c'est un des risques du self-service, c'est que tout le monde fasse tout ce qu'il veut sur la plateforme, mais en fait, on veut le contrôler aussi, ce self-service. Donc, moi, j'ai plus travaillé sur le monitoring des usages, des performances et des coûts de l'usage de la plateforme. Ça, c'est un sujet aussi important de contrôler ce self-service. Et ça, du coup, tu le monitores via un outil en particulier? On récupère les datas, après je fais des dashboards tableaux. Ouais, c'est ça. Tu utilises le produit que tu recommandes d'utiliser. Très bien. Écoute, Lucie, on arrive sur les dernières questions. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Moi, ce que j'aime, c'est que la data, elle est partout autour de nous et qu'il n'y a pas juste l'aspect entreprise de la data. En fait, j'aime bien un peu qu'il n'y ait pas de besoin de maîtriser des outils tech comme Tableau ou pour collecter, analyser, exploiter la data. Par exemple, moi, j'aime bien, je note tout ce que je lis, tout ce que je regarde, et ensuite, je fais une petite analyse à la fin de l'année sur ce que je lis. Je vais aller mettre ça dans un fichier Excel, et puis je vais regarder combien j'ai lu par mois de livres, quel auteur, quel genre, nombre de pages. Enfin, je peux ajouter un nombre illimité de métadata autour de ça. Et ça peut être aussi personnel et ça peut être aussi fun, la data, et c'est pas juste des chiffres financiers et des KPI. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Ouais, sur ce sujet-là, j'ai un livre que j'adore qui s'appelle Dear Data de Georgia Lupi et Stéphanie Posavec. Et c'est un projet entre deux data designers qui justement chaque semaine collectent un peu des datas de leur environnement. Alors ça va de ce qu'elles ont bu dans la semaine à ce qu'elles ont croisé comme animaux dans leur sortie de la semaine. Et elle s'envoie chaque semaine du coup une carte postale avec une visualisation de la data dessinée à la main. Et du coup, il y a des sujets super variés et c'est très inspirant en termes de toute la data qu'on a autour de nous. Elles ont chacune leur style en termes de dessin et d'analyse de la donnée. Et puis, c'est impressionnant en termes de rigueur qu'elles ont de collection de la data parce que c'est hyper chronophage. Il y a des sujets vraiment très précis de combien de fois elles ont dit merci dans la semaine ou des choses vraiment, je me suis impressionnée de comment on peut être aussi rigoureux pour... leur téléphone et elles le notent au moment. Ok, donc c'est le livre que tu as pris. Ok, excellent. Voilà, écoute, je mettrai ça en description. C'est rigolo parce que t'es pas la première à emmener le bouquin que tu comptes recommander. Je pense que du coup, comme maintenant les gens savent que je vais poser cette question, c'est marrant, ça permet notamment à ceux qui nous suivent sur YouTube de voir à quoi ressemble le bouquin. Et pour les autres, je mettrai le lien en description du podcast, vous pourrez aller regarder ça. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? C'est les projets sur lesquels j'ai travaillé. Oser se lancer sur des projets un peu ambitieux. Une migration vers Tableau, c'est un gros projet. Ça peut paraître très impressionnant de premier abord et se dire est-ce que je suis capable de me lancer dans un projet comme ça? Et j'ai eu d'autres exemples dans d'autres projets. Mais c'est aller creuser, définir en plus petits projets qui paraissent plus abordables. Et en fait, se confronter au challenge, à la difficulté et se rendre compte qu'en fait, en prenant du temps, la patience, en creusant, en analysant, on y arrive. Et on apprend beaucoup sur tout ce chemin. Et après, on est fiers à la fin, quand on a livré ce gros projet, du chemin parcouru. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est ça, c'est prendre du recul à la fin, parce qu'on est vite dans le day-to-day, beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses à faire. Mais se poser des fois, prendre du recul sur ce qu'on a fait sur les dernières années, les derniers mois. Et se rendre compte qu'il y a quand même des choses cool. Et puis aussi en profiter pour voir ce qu'on peut faire dans les prochains mois. Ce qu'on a envie de faire aussi, peut-être faire le point. Donc, lever la tête. Je suis entièrement d'accord. Écoute, Lucie, merci beaucoup d'être venue en tout cas nous parler de ce challenge sur le podcast. C'était vachement intéressant, très impressionnant. J'espère je suis sûr même que ça a beaucoup plu à l'audience. Je te dis à bientôt. Merci, à bientôt.